Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans un contexte un petit peu compliqué, bien entendu, mais nous sommes là évidemment pour vous aider à y voir plus clair. Donc, bien sûr, on va parler de ce conflit au Moyen-Orient. Quelles sont les conséquences économiques et financières donc, pour notre podcast donc, avec Itoro, donc, comme tous les 15 jours, et bien sûr avec Antoine, que je salue. Comment vas-tu, Antoine, dans ce Bonjour Marc, contexte eh bien. compliqué? Bah écoute, oui, non, c'est une période compliquée, donc effectivement, on voit les réactions très épidermiques en bourse et on va en parler dans ce podcast. Voilà, tout à fait. Alors bon, je vous ai fait quelques slides pour commencer. On va évidemment voir ce qui va se passer d'un point de vue économique, quel scénario on peut décrire pour l'avenir, même si bien entendu c'est particulièrement incertain. Et puis ensuite, on verra que finalement, pour l'instant, ça résiste pas trop mal, notamment sur le prix du pétrole, qui bien sûr ont augmenté, mais il n'y a pas de dérapage. Pareil sur les marchés boursiers. Donc on terminera également avec Antoine sur les secteurs à privilégier. Et on verra aussi que bon, pour l'instant, l'Europe finalement est bizarrement plus concernée que les États-Unis. Donc, on va commencer tout de suite donc, par cette première partie, donc, un conflit au Moyen-Orient. Quelles conséquences économiques et financières? Alors, comment ça se passe en temps normal? Bon, alors, j'ai fait un premier slide qu'on peut regarder tout de suite. Donc, justement, pour vous rappeler qu'il faut faire preuve d'humilité, hein, parce que, bien entendu, on a pas mal, je dirais, d'inquiétudes qui peuvent être là, pas mal de certitudes. Certains nous disent oui, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais soyons quand même, je dirais, rassurés malgré tout. Donc, quelles peuvent être les conséquences donc, d'une potentiel d'une guerre, alors surtout du moins d'un conflit s'il est long, hein, bien entendu. Alors d'abord, ben, on est en train de le vivre, une flambée des cours du pétrole. Donc après, ça va dépendre de là où ça va aller, ça va être la clé. Si le prix du baril, évidemment, dérape, il y aura des conséquences notamment sur l'inflation qui est déjà en train d'augmenter au niveau mondial. On l'a vu aux États-Unis, on voit également en Europe, ça repart déjà à la hausse avant même ce conflit. Donc si les prix du baril et du gaz continuent d'augmenter, là aussi, ça peut être dangereux. Donc ça veut dire tension sur les taux d'intérêt, donc notamment des obligations d'État. Ça aussi, c'est ce qu'on a vu dernièrement. Et donc ensuite, évidemment, une récession qui est déjà presque là en France notamment. Donc ça va déjà pas très bien. Donc si en plus il y a ce conflit qui dure, évidemment, ça pourrait aggraver la récession qui est en train de se dessiner. Donc ça veut dire plus de déficit public, plus de dettes, plus de chômage également, et donc une crise financière qui pourrait s'installer. Donc voilà, on va dire potentiellement les risques qui nous menacent. Donc c'est pourquoi les marchés sont inquiets. Mais néanmoins, j'ai envie de dire, on peut avoir trois scénarios, trois possibilités. D'abord, évidemment, le premier scénario qu'on espère qu'on va bien entendu éviter, donc l'embrasement mondial, donc avec une troisième guerre mondiale. Donc là, évidemment, carpe diem. Alors là, ça veut dire qu'il faut profiter de l'instant présent. Moi, je pense qu'on devrait éviter ça, fort heureusement. On le voit bien d'ailleurs, pour l'instant, ni la Russie ni la Chine ne veulent s'immiscer. Donc ça, c'est plutôt un scénario qu'on devrait éviter. Deuxième scénario, là, on est en train de le vivre. Il y a un embrasement régional, donc et qui pourrait être quand même temporaire. C'est vrai que on le voit, l'Arabie Saoudite est concernée, également le Qatar, qui était pourtant un allié de l'Iran, etc. Donc tout ça, mécaniquement, génère une augmentation des prix du pétrole. On verra tout à l'heure que c'est pas non plus le dérapage. Donc là, ça va dépendre de combien de temps ça va durer. Si c'est assez rapide, évidemment, eh bien, il n'y aura pas trop d'impact d'un point de vue économique et financier, même si la récession sera quand même là, je pense, notamment en Europe. Puis après, il y a un troisième scénario. Voilà, gardons l'espoir, j'ai envie de dire, si effectivement le régime des Mollahs s'effondre et qu'ensuite il y a une pacification de l'Iran. Parce que c'est ça évidemment, parce qu'on me dit oui, mais si jamais demain il y a autre chose et que c'est encore pire qu'avant, ça va être compliqué de faire pire, mais néanmoins, moi je table plus, et on l'espère tous, ça va peut-être prendre du temps, mais une pacification de l'Iran, et là évidemment des accords de paix régionaux. Imaginez ce qu'on pourrait avoir, l'Arabie Saoudite, Israël, l'Iran, évidemment l'ensemble des pays, le Qatar, etc. Une paix globale, alors là évidemment le baril va baisser, hein, à 60 dollars, peut-être un petit peu moins. Il ne faudra pas qu'il baisse trop non plus, sinon l'Arabie Saoudite ne sera pas contente. Mais néanmoins, vous voyez qu'on peut tout à fait avoir une issue favorable dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura un rebond de la croissance mondiale et donc les marchés boursiers pourront effectivement redémarrer. Donc vous voyez, le pire n'est jamais certain. Il faut attendre, voilà, il faut être patient pour le moment, hein, faire le dos rond. C'est vrai qu'il y a quand même des tensions qui sont là, mais pas non plus de dérapage pour le moment, notamment sur les marchés boursiers. Oui, effectivement. Alors, on l'a vu d'ailleurs hier, hein, les marchés ont bien rebondi. On va en reparler après, hein, mais effectivement, on sent que il y a potentiellement des voix qui s'élèvent en Iran pour essayer d'atténuer un peu ce conflit. Donc ça, c'est pour ça aussi que le marché a un petit peu rebondi hier aussi, hein. Donc on verra. Donc, tout ce qui compte, c'est que ça soit rapide, évidemment, et qu'il n'y ait pas Voilà. de dérapage. On voit bien que Mm. là, l'Iran est quand même à bout de souffle, donc du moins l'origine des Mm. Mollahs, donc espérons que ça va se pacifier. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir le prix du pétrole, parce que ça, c'est la clé. Donc, je vous ai fait un petit graphique. Donc là, bien sûr, hier, on a monté à 95,
dollars le baril de Brent, bien entendu. Donc, c'est vrai que c'est une augmentation. On voit qu'au mois de juin dernier, lors de la guerre des 12 jours, justement, entre l'Israël et l'Iran, on avait eu un baril à 78 dollars. Vous voyez que, comparativement à ce qu'on avait regardé, ne serait-ce qu'en septembre 2025, on avait 95 dollars le baril. Et a fortiori, donc, au lendemain de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous voyez, en mars 2022, on avait un baril à 130 dollars. Vous voyez que là, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Donc, bien sûr qu'il y a une tension, ce qui est tout à fait logique. Je vous rappelle qu'on partait de très bas également. Il y a quelques semaines encore, le baril était, vous voyez, autour des 61 dollars. Donc là, ça redémarre un petit peu. Voilà, on a été à 70 dollars en fin du mois de janvier. Ça veut dire à peu près 15% de hausse. C'est pas non plus complètement dramatique. Et surtout par rapport à l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a le détroit d'Ormuz, l'Arabie Saoudite qui a été attaquée, donc des sites pétroliers qui sont menacés, etc. Heureusement, il y a les antimissiles. Donc, on aurait pu craindre beaucoup plus pire, j'ai envie de dire. On aurait pu imaginer une flambée beaucoup plus importante. Pour l'instant, ça se maintient. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérapage sur les cours du baril. Pareil, si on regarde sur les prix du gaz, il n'y a pas non plus de dérapage. Il y a quelques craintes. Alors, là, c'est les marchés à terme, le marché américain. On voit que on avait eu d'ailleurs une très forte hausse fin janvier dernier, parce que souvent on pensait qu'il allait avoir ce conflit, finalement il n'y a pas eu lieu, il a eu un petit peu plus tard. Donc les prix ont baissé. Donc avec les cours à terme sur le gaz, ça n'a pas flambé, hein, notamment si on compare à 2022, il n'y a pas de dérapage. C'est-à-dire que là aussi, les tensions inflationnistes sont finalement limitées. Et donc, pour terminer, si on a un petit dernier graphique, voilà, si on regarde ici l'euro-dollar, c'est vrai que là aussi, c'est une surprise. On peut dire que les États-Unis sont dans le conflit, c'est dangereux pour eux, etc. Pas du tout. Le dollar a joué son rôle de valeur refuge finalement. Donc l'euro a baissé autour des 1,16 dollars pour un euro. Et donc voilà, le dollar s'est un petit peu apprécié. Bon, c'est pas encore l'euphorie, mais néanmoins, vous voyez que les marchés sont quand même rassurés. Même l'or, là, ça reste très volatile évidemment, mais il se maintient autour des 5180, 5200 dollars l'once. Donc ça veut dire qu'il y a toujours la poire pour la soif, toujours une inquiétude, mais il n'y a pas non plus de dérapage majeur. Et puis, dernier point, évidemment, sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin notamment, qui là aussi, c'est reparti un petit peu à la hausse. On le voit là. Donc, on a dépassé les 71 000 dollars l'once. Alors, on est toujours très bas, évidemment, par rapport au sommet d'octobre dernier. Mais néanmoins, voilà, il y a eu là aussi des mouvements un petit peu intempestifs. Bon, à suivre. Hein. Et tout ça pour dire que finalement, il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas de panique. Hein, sur les marchés pétroliers, des matières premières, sur les marchés d'échange. Et a fortiori, on va terminer par ça maintenant, sur les marchés boursiers, là aussi. Donc là, peut-être Antoine, tu penses quelque chose sur le pétrole éventuellement? Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant le comparatif avec 2022, parce que 2022, c'était vraiment le dernier conflit majeur dans le monde, et on avait des prix de l'énergie, donc pétrole, gaz, comme tu l'as souligné, qui étaient beaucoup plus hauts que les cours actuels, ce qui fait que ça limite aussi l'impact du coup sur les marchés financiers, et les marchés boursiers baissent, voire chutent en Europe, mais ne s'effondrent pas. Voilà, tout à fait. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Là, bon, alors, ce qui est étonnant, c'est que les marchés qui ont le plus baissé, c'est les marchés européens et asiatiques. Mm. Donc là, on voit le CAC 40. Donc c'est vrai que ça a fait moins 6% en 3 jours. En fait, Mm. la baisse a commencé dès vendredi. Peut-être qu'il y avait déjà des rumeurs qui étaient là. Mais donc, il y a eu baisse de 6% en 3 jours. Hier, on a regagné 0,8%. Là, ça remonte un petit peu au moment où on parle. Vous voyez que si on se réfère ne serait-ce que à l'époque des droits de douane, donc d'avril 2025, là, ça avait chuté, vous voyez, de 16% en quelques jours. Vous voyez que donc là, Ouais. on est quand même très, très loin du compte. Et Ok. idem, si on se réfère toujours avec le comparatif pour 2022, hein, donc le début de la guerre en Ukraine, sur le graphique suivant. Donc là, on a l'année 2022, même que le CAC 40 à l'époque avait chuté de l'ordre de 19% en quelques semaines finalement. Donc là, Mm. vous voyez, on est très, très loin de ce mouvement de panique. Alors, c'est encore plus incroyable sur les marchés américains. Juste avant de voir, peut-être, j'ai mis un petit, voilà, Mm. voilà, le graphique suivant, oui, tout à fait, sur Mm. le taux de 10 ans FM français qui a augmenté à 3,4%. Donc là, on voit bien les risques inflationnistes hein, qui sont là. Donc, plus la dette publique qui est déjà énorme. Donc, si on l'augmente encore, évidemment, donc les taux longs vont augmenter un petit peu. Donc, ce qui va justement casser davantage la croissance économique. Voilà. Mais sinon, pas de dérapage non plus dramatique. Par contre, regardez les marchés américains. Là, c'est quasiment un non-événement. Hein. On est à moins 1% en 3 jours. Donc, bon, si on se réfère. D'ailleurs, hier, ça a remonté, ça a pris quasiment 2%, donc on est même positif Oui, sur les tout à marchés fait, américains exactement. Ça, c'était depuis le évidemment début. avant, parce que je voulais Mm. montrer justement
pour faire le comparatif avec la Ouais, France, pour voir, là aussi en 3 jours, on a ouais. fait -6 sur le CAC, -1,3 sur le Standard & Poor's 500, et là ça redémarre évidemment sur le marché américain. Si on se souvient, donc là aussi en avril 2025, à l'époque des droits de douane justement, ça avait quand même baissé de 10% en 2 jours, hein. Le Standard & Poor's avait baissé de 10% en 2 jours. Donc on Mm. voit bien qu'il n'y a pas vraiment de panique aujourd'hui, donc c'est plutôt sain. Également, si on compare le Standard & Poor's avec 2022, là aussi la baisse avait été beaucoup plus forte, que ce soit au début du conflit, -4,8, et même sur l'ensemble de l'année, vous voyez, entre le plus haut et le plus bas, on était à -22%. Donc évidemment, l'année n'est pas terminée, mais on voit bien qu'il n'y a pas de mouvement de panique, donc c'est plutôt positif, non, sur les marchés boursiers. Donc ça montre bien que les investisseurs ne paniquent pas. On table quand même sur un scénario d'une issue assez favorable, assez rapidement. Espérons que les marchés auront raison. Ils ont d'ailleurs toujours raison. Donc, espérons que ça sera positif. Je fais un dernier petit comparatif. Donc, juste sur les 3 jours, hein, donc avant hier, hein, donc, avant donc, la remontée d'hier et d'un petit peu de ce matin d'ailleurs, on voit que voilà, et c'est les marchés européens qui ont le plus baissé. Eurostox, -6,3, le CAC, -6, voilà, le Nikkei, -4,2 pour le marché japonais. Voilà, Nasdaq, -6. Donc, la bourse de Daoul, c'est la bourse d'Arabie Saoudite, -3. Standard & Poor's 500, -1,3. Et Tel Aviv, on voit bien qu'il n'y a pas de mouvement de panique sur les Mm. marchés boursiers. Donc ça, c'est plutôt évidemment assez favorable. Et espérons que ça va continuer, qu'il n'y aura pas justement un conflit qui va durer trop longtemps. Et à ce moment-là, on pourra retrouver une situation pacifique dans l'ensemble de la région. Vraiment, c'est le vœu qu'on peut faire, formuler pour les prochains mois. Il y a quand même des risques, bien sûr, on le sait, notamment des risques d'attentats en Europe, en France, etc. Ça revient. Bon, espérons qu'on les évitera aussi. Mais voilà, il y aura quand même une phase de tension. Je pense qu'on va vivre quand même quelques mois encore difficiles, notamment sur les marchés boursiers. Mais après, on pourra avoir, je dirais, donc des lendemains largement plus favorables sur les marchés et également au niveau de la géopolitique mondiale. Alors justement, je voulais juste revenir sur le CAC 40 parce que quand on regarde le CAC 40 sur les 3 derniers jours, finalement, on revient au niveau de février. Donc finalement, on a bon, le gain qu'on a fait en février parce que c'était une belle performance pour le CAC avec des plus hauts historiques. Eh bien, on revient sur le niveau de février, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Et ensuite, effectivement, sur les performances. On voit que en fait alors, les marchés européens sont assez impactés, mais également les marchés asiatiques. Parce que par exemple, le Japon importe 95% du pétrole, de sa consommation pétrolière, et 2 tiers provient du Moyen-Orient. Et pour la Chine aussi, c'est énormément de consommation qui provient d'Iran, justement. Et donc, forcément, ça impacte les marchés avec quand même la flambée des prix du baril sur les 3 derniers jours. Oui, complètement, Euh, mais encore une fois, il y a pas de panique parce qu'on a vu donc Pas de les panique. bateaux chinois, a priori, ils Mm. peuvent passer par le détroit d'Ormuz. Combien de Oui, temps ça oui. va durer, on verra bien. Donc voilà, donc ça montre bien qu'il n'y a pas, il y a pas Et le dérapage que certains justement, tu auraient pu voulais parler imaginer. des Alors, 4 plus grands dangers. voilà, juste C'est par ça. contre, moi, ce qui Mm. m'inquiète, c'est pour tout vous dire, c'est que je pense que l'Europe est plus en danger que les États-Unis, parce qu'on a évidemment quatre dangers qui sont là, sachant qu'on avait déjà une situation donc, qui était déjà très fragile sur l'Europe, et donc évidemment, ce conflit vient mettre un peu de l'huile sur le feu et vient aggraver la situation. Donc, je vous rappelle que déjà la croissance structurelle de la zone euro, comme de celle de la France d'ailleurs, c'est autour des 1%, contre 2,3% aux États-Unis. On a ensuite un coût de l'énergie donc qui est plus élevé chez nous, les Américains étant autosuffisants d'un point de vue énergétique, ce qui n'est pas notre cas évidemment. Donc là, évidemment, toute tension sur les prix des matières premières énergétiques joue évidemment sur l'inflation beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. On a également une crise sociale, politique et sociétale en France qui est toujours là et qui va malheureusement s'aggraver et donc qui pourrait générer là aussi une nouvelle crise de la dette publique et une crise existentielle de la zone euro. Donc voilà pourquoi, c'est triste à dire, mais je pense que la zone euro, la France reste en danger, sont plus en danger que les États-Unis notamment au travers de ce conflit qui, même si, espérons-le, il ne va pas durer trop longtemps, mais quand même pourrait avoir des dommages collatéraux pour notre économie parce qu'elle est déjà extrêmement anémiée, extrêmement faible. Donc c'est ça le problème, c'est que voilà, on n'a pas de ressources justement pour relancer la machine. On a déjà une dette publique énorme, donc on ne peut pas relancer la machine. Il n'y aura pas de planche à billets parce qu'il y a déjà de l'inflation. Vous voyez que l'Europe, évidemment, est prise à son propre piège. Et puis en plus, on le voit d'un point de vue politique et géopolitique, il y a des tensions entre les différents pays de l'Europe vis-à-vis notamment des États-Unis. Donc l'Allemagne soutient les États-Unis. Bon, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais soutient également les États-Unis, alors qu'on voit que l'Espagne, c'est pas le cas. La France, voilà, ils ont du mal à prendre position. C'est quand même triste pour la France là aussi, mais voilà, beaucoup de dangers quand même pour l'ensemble donc de l'économie française et européenne.
Alors, pour terminer, on va terminer justement sur les conséquences pour les secteurs en bourse et les flux financiers. Donc, en fait, on voit que les trois secteurs principaux qui profitent de la situation actuelle, c'est évidemment le secteur de l'énergie, avec Total Energy, hein, qui a fait un plus haut historique. On a ExxonMobil aussi, et bien effectivement, profite de la prime de risque, hein, liée aux menaces qui pèsent sur le détroit d'Ormuz. On a également le secteur de la défense. Thales, Lockheed Martin, hein, enregistre des hausses de cours, hein, portées par l'anticipation de nouvelles commandes étatiques. Et enfin, les valeurs refuges, on en a parlé. Or, dollar US qui a fait vraiment office de valeur refuge lors de ces trois derniers jours. Ensuite, les impacts, alors sectoriels négatifs, eh bien, on a justement tout ce qui est lié en consommation d'énergie, donc chimie, sidérurgie, aluminium, transport routier. Ça, ce sont vraiment les secteurs les plus impactés. On va avoir donc dans la chimie, on a vu quand même des baisses assez significatives pour RBSF ou même ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal avait beaucoup progressé, donc on a aussi une prise de bénéfices, hein. C'était la plus forte progression du CAC 40, hein, depuis le début de l'année, donc on a aussi une prise de bénéfices. Mais on sent que effectivement, avec un diesel qui arrive à 2 euros le litre, hein, on va avoir des marges qui vont s'évaporer forcément pour ces acteurs. Et évidemment, dernier secteur, c'est le tourisme. Donc, Travel, qui a une perte de 22 milliards de dollars en quelques jours. On a eu des accords, par exemple, à moins 9%. Donc voilà, forcément l'hôtellerie est impacté et aussi tout ce qui est évidemment transport aérien, puisque il y a eu un blocage généralisé dans la région. Alors, pour dire juste, ça c'était assez intéressant, je trouvais, c'était 12 mois après un conflit majeur, quelles étaient les performances du S&P 500? Et bien à chaque fois, alors on remonte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais on a aussi le conflit de la guerre du Golfe en 91, la guerre du Vietnam, etc. Et on voit qu'à chaque fois, les 12 derniers mois, on a un S&P qui reprend en moyenne 24%. Pour terminer, je vais terminer par deux slides. Juste, c'était intéressant parce que ça fait 7 mois consécutifs que l'or est en hausse. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'histoire des cours de l'or depuis 1970. On n'a jamais eu 7 mois consécutifs de hausse. Donc attention quand même, peut-être. On va voir. Alors évidemment, là, les conditions actuelles profitent à l'or en tant que valeur refuge. Mais on verra si cette série se poursuit. En moyenne, ça fait 9%. Euh, les cours ont progressé de 61%. Pour terminer, ce sont les flux dans les pays émergents les flux dans les pays émergents qui connaissent, regardez, en 2026, on a 32 milliards de dollars dans les actions des pays émergents. C'est un record depuis 10 ans et surtout, c'est vraiment, ça part en ligne droite, hein, en termes de flux. Donc ça, c'est intéressant quand même. Alors ça, c'était évidemment avant le conflit. Donc voilà. Mais en tout cas, les pays émergents, on sent que ça pourrait quand même être intéressant cette année. On en a déjà parlé. C'est donc en Corée du Sud, etc. Enfin, on y reviendra, hein, mais voilà, ça c'était pour dire que c'est aussi une thématique qu'on va garder et qu'on va comment dire, suivre attentivement. Voilà. Oui, voilà, en conclusion, voilà, et je pense que ça, espérons que on va sortir rapidement de ce conflit et que globalement, on va avoir plus clair, justement. Donc, ça pourrait justement permettre d'avoir une situation pacifiée sur l'ensemble de la région. Alors, on peut évidemment le souhaiter, on peut pas, on n'est pas des devins, bien entendu, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de mouvement de panique, donc tant mieux. Et évidemment, on sera là pour continuer évidemment à suivre. Espérons qu'on se verra donc, dans 15 jours pour notre podcast donc, bimensuel avec des bonnes nouvelles. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter, bien entendu. Et pour le moment, en tout cas, c'est vrai que les marchés ne paniquent pas, et ce qui veut bien dire que c'est plutôt, encore une fois, un bon signe pour l'avenir. Voilà, donc bonne continuation, et puis voilà, portez-vous bien, et on sera avec vous, évidemment, pour vous aider à traverser les tempêtes. Voilà, les crises sont toujours des opportunités, c'est la vie boursière normale, il y a des tempêtes, il y a des risques, il y a des conflits. Voilà, l'important, c'est de sortir par le haut, bien entendu, donc c'est ce qu'on nous souhaite à nous tous collectivement. Merci Marc et merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit dans 2 semaines. Salut. À très bientôt, bye.